LCF. Bienvenue sur LCF, la Chine en français, c'est l'heure de Chine Express, le MAG. Nous sommes en direct avec Romaric, bonjour. Bonjour Alessandro, bonjour à tous. Dans notre live aujourd'hui, nous parlons plaisir, et oui, plaisir du palais. Nous recevons Tseng Lunan, donc auteur de Le bonheur de la bouche, bonjour. Bonjour. Ou plutôt Kefu, donc la version chinoise de Le bonheur de la bouche. Tirer la cuisine chinoise, quintessence d'une civilisation. Je cite les mots d'une page de votre livre au tout début. Vous ne trouverez aucun peuple tel que nous, les Chinois, qui attribue un sens aussi complexe à la notion de nourriture, qui affiche une envie de manger aussi flagrante. Et puis vous dites vivre, c'est manger. Alors d'où vient cette véritable passion pour la nourriture chez les Chinois? Alors, c'est une longue histoire parce que la cuisine chinoise, c'est une cuisine quelquefois millénaire et qui date de longtemps. Et cet engouement de la bonne nourriture ou de la nourriture tout court venait du fait surtout que la Chine, c'est le pays qui a été victime des disettes à répétition. Et donc, du coup, le peuple n'avait qu'une idée dans la tête, c'est de pouvoir manger et ensuite bien manger. Oui, c'est un peuple d'affamés, c'est ça? Voilà, un peuple d'affamés. Nos ancêtres ont tous été affamés quelque part. Et du coup, est-ce que, en quelque sorte, c'est un peu la raison pour laquelle vous en êtes arrivé à écrire ce livre, Le bonheur de la bouche? Oh, il y a plusieurs motivations pour moi. D'abord, ce livre est un hommage rendu à mon père qui vivait dans la belle époque de Shanghai jusqu'au milieu des années 50. Et il faisait partie de cette génération de vrais fins gastronomes, de vrais fous de la nourriture, comme je l'appelle, et qui est aujourd'hui révolu. Pourquoi ? Je raconterai un peu plus tard. D'accord. Aujourd'hui, on est moins exigeants. C'est vrai. Dans les années 50-60, voilà, on était plus exigeants. Alors, en quoi votre ouvrage est-il différent des autres livres sur la cuisine chinoise ? Alors, j'ai écrit mon livre, non pas pour donner juste quelques recettes ou quelques ingrédients. Même s'il y en a. Oui, même s'il y en a. J'ai écrit ce livre surtout pour redorer le blason d'une cuisine chinoise mal représentée en Occident, parce qu'en arrivant en France, j'ai été pas mal scandalisé par la soi-disant cuisine chinoise dans ces restaurants, dans ces faux restaurants chinois qui pullulaient dans les 13e, etc. Et parce que c'était plutôt des restaurants vietnamiens, indo-chinois. Et même si c'était des restaurants chinois, ces restaurants étaient tenus plutôt par des immigrés de première génération, qui n'étaient pas forcément des chefs, qui avaient ouvert ces restaurants pour juste la survie, quoi. Et ça, c'est toujours le cas, parce que là, on parle il y a plus de 30 ans. Quand vous êtes arrivé en France, c'est toujours le cas? Non, ce n'est plus du tout le cas. D'accord. Parce que la clientèle a changé. Aujourd'hui, il y a un tel nombre de vrais Chinois qui arrivent partout dans le monde et qui exigent la vraie nourriture, parce que les Chinois ne rigolent pas à propos de la nourriture. On ne peut pas se contenter on se contente pas de la fausse cuisine. On s'en rend compte en lisant votre ouvrage que c'est un sujet sérieux. Alors moi, j'aimerais revenir quand même à votre père. Il vous emmenait au restaurant. Qu'est-ce qu'on mangeait à Shanghai dans ces années, avant les années 40-50, c'est ça? Oui, 40, j'étais encore trop petit. Donc, mais début des années 50, j'ai des souvenirs. Mon père faisait partie de cette génération de vrais gastronomes chinois, parce qu'à l'époque, une nouvelle gastronomie chinoise est née justement à Shanghai, parce que Shanghai, c'était le lieu où se rencontraient les élites, je dirais pas du monde, mais presque, et de toute la Chine, c'est sûr. Donc, les meilleurs restaurants cantonais se trouvaient à Shanghai, les meilleurs restaurants pékinois se trouvaient à Shanghai, les meilleurs restaurants de toutes les écoles culinaires chinoises se trouvaient à Shanghai, parce que c'est là que se réunissaient les vrais connaisseurs de la cuisine, et qui étaient tellement exigeants, comme mon père,
qui ne transigeait jamais sur la sortie de... Vous dites, pour satisfaire ce gastronome, relever du casse-tête pour ses 2 épouses. Oui, voilà. Hein, ça m'a marqué, ça. Et oui, il avait donc 2 épouses en même temps. Oui, à l'époque, avant la révolution chinoise, c'était encore possible. D'accord. Même si, il avait de la chance, même si ce n'était pas légal. D'accord. Mais ça existait. Mais à la maison, vous mangez la même chose que votre père ? Vous aviez droit à ces plats Non, délicieux? pas toujours, parce que surtout le matin, mon père exigeait que chaque matin, qu'il y ait un petit déjeuner différent. Donc, oui. D'accord. Vous le décrivez d'ailleurs dans le livre. C'était pas facile. Et puis, il ne transigeait jamais sur la date exacte de la sortie des primeurs. Ah oui, ça c'était important. Oui. Et puis, l'origine de certains ingrédients, il était vraiment intransigeant là-dessus. Donc, c'était pas facile. D'accord. Mais il ne faisait pas la cuisine. Il faisait jamais la cuisine, mais il appréciait. Il appréciait, il savait goûter la bonne. Mais alors, du coup, il date de quand votre premier souvenir au restaurant avec votre père? Est-ce qu'il y a un plat, je ne sais pas, qui vous... Par exemple, il m'emmenait souvent dans ce restaurant réputé de la cuisine de Yangzhou. Yangzhou, c'est une ville jadis très prospère au nord du fleuve Yangtze. Et aujourd'hui aussi assez prospère, mais qui a perdu quand même ses splendeurs. Et la cuisine de Yangzhou, pour moi, c'est une des meilleures cuisines de Chine. Mais ce restaurant existe toujours. Et chaque fois que je passe devant, je ne peux pas m'empêcher de franchir le seuil. Mais chaque fois quand j'en ressors, je ne peux pas m'empêcher de maudire. Ah, ça a changé. Mais certainement, ce n'est plus du tout la même chose. Et ouais, le temps passe et les bons restos aussi. Oui. Et alors vous dites que la nourriture, enfin la cuisine chinoise, c'est une porte d'entrée à la civilisation chinoise. Donc ça dépasse la simple recette de cuisine. C'est toute une histoire. Vous savez, pourquoi depuis est-ce que vous dites ça? Maintenant 30 ans que je vis en France, j'ai œuvré surtout pour un objectif que je me suis fixé. C'est faire comprendre aux Français les Chinois et faire comprendre aux Chinois les Français. C'était parce que j'ai vu trop de malentendus entre ces 2 peuples. Un vaste programme. Et surtout qui se côtoient, qui travaillent ensemble aujourd'hui. Et donc, du coup, les deux pays, ce sont mes 2 patries, disons. Et donc, j'ai essayé de faire quelque chose là-dessus. Donc, j'ai fait de la formation en entreprise. J'ai écrit, donc, du coup, j'ai écrit 3 livres dans cet objectif aussi. Et finalement, j'ai réalisé qu'il n'est pas facile, pas évident d'expliquer aux Français la pensée chinoise, le mode de pensée, les valeurs, etc. Et j'ai trouvé qu'une porte d'entrée peut être plus accessible, plus tangible, du coup un peu plus facile, c'est par la cuisine, parce que c'est la valeur qu'on partage, tout à fait d'accord, que partagent les 2 peuples. Même si on est très différents à bien des égards, mais pour l'amour de la bonne cuisine, nous sommes 2 des rarissimes pays dans le monde qui ont cette valeur. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de Français. Est-ce que vous trouvez d'autres pays dans le monde qui attachent une aussi grande importance à la nourriture? L'Italie. Enfin, l'Italie et l'Espagne, quand même, ils attachent... Mais qui sont derrière nous. Oui, bien sûr. Donc, oui. Qu'est-ce que vous entendez par derrière nous? C'est-à-dire... Alessandra est d'origine italienne. Oui, je sais. Non, vous ne l'aurez pas compris. Je comprends. Non, moi, peut-être ça va froisser bien des peuples dans le monde, mais pour moi, pour les peuples pour qui la cuisine compte vraiment comme une valeur presque suprême, il n'y en a pas pléthore. Hein. La Chine, la France, l'Italie, bien sûr, l'Espagne. Un peu, oui, quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les autres peuples, qui aiment, tout le monde aime bien manger, mais ça devient une religion presque chez nous. Je suis d'accord. Effectivement, pour les Anglais, je dirais pas que c'est vraiment on va pas une commencer à critiquer. On peut pas critiquer. Non, on s'écarte de... Moi, je pensais plutôt à la nourriture allemande, mais c'est un autre style. Hollandaise, disons. Hollandaise, d'accord.
Et alors, quand vous travaillez par exemple avec un groupe de Français qui travaille avec des Chinois, comment vous commencez la discussion sur la cuisine chinoise? De quoi vous parlez en premier? Je parle de la culture, de la cuisine que j'ai connue avec mon père. C'est le premier pas. Et ce que j'ai mangé, ce que j'ai apprécié et ce qui me reste en bouche. En bouche. Et en donc goût. cette passion partagée mène à une meilleure compréhension entre les Français et ça, les Chinois. C'est un des points essentiels, une valeur commune que nous partageons. Moi, je dis souvent que les Français et les Chinois, nous sommes deux peuples très proches à certains égards, comme l'amour de la cuisine, mais très, très éloignés à d'autres égards. Par exemple? Comme le mode de pensée. Ah oui. Même plus éloigné que par rapport aux un peu trop cartésien par rapport aux Chinois. Je ne le nie pas. Je ne le nie pas. Vous cuisinez, Sang Dunan? Oui, je cuisine un peu, mais pas beaucoup. J'aime la cuisine. J'aime faire la cuisine. Par exemple, pour nous donner envie. J'adore, par exemple, un produit dont peut-être on parlera plus tard, le tofu. Oui, lait tofu d'ailleurs, on en parlera. Tofu, oui. Ça c'est mon amour. Et je ne peux pas passer une dizaine de jours sans manger le tofu. D'accord. Et vous arrivez à trouver en France et à Paris des bons? De plus en plus. Maintenant, il y a des gens, surtout à Belleville, qui font d'excellents tofu. Où j'y vais de temps à autre pour m'approvisionner. Et alors, pour revenir à votre père, j'ai noté cette phrase, son testament verbal qui disait « Mange, mange, quitte à dormir dans un cercueil léger et mince ». Voilà, donc on peut tout sacrifier pour la nourriture et on peut manquer de tout sauf de nourriture. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a laissé aucun legs. Il a tout mangé. Il a tout mangé, toute sa fortune. Et il a tout dépensé en nourriture, en bon restaurant. Voilà. D'accord. Donc, mais il nous a laissé tout cet amour inconditionné de la bonne chair. Et je trouve que c'est le meilleur legs qu'il a pu nous laisser. Oui, d'ailleurs, vous parlez aussi du fait qu'on peut vivre dans un habitat, entre guillemets, négligé, s'habiller aussi, sans faire trop attention. Par contre, la nourriture, on néglige pas ce qu'on Et surtout dans la région de Canton, cantonaise. Et les gens sont vêtus simplement, souvent torse nu, avec des sandales, des sabots, etc. Mais qui ne négligent jamais un seul repas. Ils vont 2 fois dans la journée pour trouver les vraies fraîcheurs, imaginez, pour le déjeuner et pour le dîner. Ils vont 2 fois. Ils vont 2 fois au marché? Au marché. Wow. Voilà, les Cantonais. La fraîcheur, c'est vraiment leur religion. Mais on va découvrir un peu plus tard qu'avec la mondialisation, c'est plus tout à fait le cas. On préfère acheter de belles baskets que de mettre de l'argent dans la nourriture. Oui. On en parlera juste après une balade dans le Shanghai des années 30 en musique sur Radio LCF.